Retour sur le plateau des grands moments de la télé, ici à Marseille, à la BMVR, à la bibliothèque L'Alcazar, pour une émission spéciale consacrée à l'affaire Dominici. Avec moi aujourd'hui sur le plateau, Alain Dominici, le petit-fils de Gaston Dominici, son avocat, maître Gilbert Collard, et Denis Trocero, chroniqueur judiciaire au journal La Provence. Alors Alain, 54 ans après les faits, 10 ans après le tournage de ce documentaire, quelle est votre réaction lorsque vous revoyez ces images? J'ai 10 ans de plus. Ça, je vous le confirme. On a toujours travaillé pour recueillir des éléments sur ce procès. Hein. On a également travaillé sur la création d'un livre en 1997, peu de temps après, de manière à continuer à amener des éléments pour qu'un jour la vérité soit sue, mais pas la vérité que l'on connaît ou la vérité de 54, la vérité que veut connaître le peuple français. Maître, malgré tous les efforts des avocats, il n'y a eu aucune révision du procès. Non. Pourquoi? Parce que l'affaire Dominici, elle est l'archétype de l'erreur judiciaire. On trouve à l'intérieur de cette affaire, et Alain, qui est maintenant un ami de la famille, s'en est bien rendu compte au fur et à mesure qu'on a travaillé. Tout ce qu'il ne faut pas faire a été fait dans l'affaire Dominici. Tout. Et quand on prend l'affaire Grégory, quand on prend l'affaire Doutreau, quand on prend l'affaire Omar Haddad, on retrouve ces fantômes qui reviennent. Alors, toucher à l'affaire Dominici, ça serait véritablement reconnaître d'une manière mythique. Parce que c'est facile de réviser un procès quand il n'est pas entré dans la légende. Mais quand un procès est entré dans la légende, si on le révise, si on le revisite, pour le coup, il y a une vraie mise en cause, peut-être définitive, d'un système qui continue à durer. Et c'est la raison pour laquelle on a tant de mal. Et je crois que c'est la raison pour laquelle, chaque fois qu'on a essayé, on s'est heurté à des refus, parce que à travers l'affaire Dominici, c'est le procès de la justice d'une époque qui continue, voilà. Et c'est pour ça qu'on a un mal fou à y parvenir. Denis, je le disais avant le documentaire, c'est une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre. Pour la première fois, en plus, les médias s'invitent vraiment dans les prétoires. Complètement. C'est une des premières fois où la presse participe vraiment à l'enquête judiciaire. En plus, très engagée en plus. À l'enquête judiciaire, tout à fait, à l'instruction judiciaire. La presse sera sur place avant l'arrivée du commissaire Sebeil quand même. C'est très important. Et puis pour la presse, c'est quelque chose de formidable. Il y a à la fois il y a des notions très importantes qui vont intervenir, la notion de famille, la notion d'actualité judiciaire estivale relativement inexistante, c'est-à-dire en plein mois d'août. Il y a les rapports humains entre un père, la rudesse de la terre, les enfants, et au-delà le mystère, ce mobile qu'on n'a jamais vraiment cerné. Et puis ce qui fait, je crois, beaucoup fantasmer les journalistes, des aveux contestés, des aveux contestables, sur lesquels on va essayer de revenir pendant des années pour essayer d'étayer une thèse qui va, j'allais dire, qui va focaliser les intérêts, les arguments des pro-Dominici et les arguments des anti-Dominici. Alors là, on voit quelques unes de presse de l'époque. On peut dire que la présomption de l'innocence a été bafouée à l'époque. Mais alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il n'y a pas que la presse qui s'invite. Il y a aussi le cinéma. Orson Welles va venir. Qu'est-ce qui l'intéresse d'ailleurs, Orson Welles, dans cette affaire? C'est le caractère mythique, c'est le crime qui surgit de la terre. C'est la ruralité du crime fascine Orson Welles et il a envie de le raconter. Il va le raconter du reste dans un documentaire. Et même Giono va s'y intéresser. Giono qui vient en voisin et qui dira au procès et qui dira je ne dis pas que Gaston Dominici n'est pas coupable, je dis qu'on ne m'a pas démontré qu'il l'était. Je veux dire, ça résume parfaitement cette affaire. Et Roland Barthes, qui va quand même écrire sur l'affaire Dominici en disant que, et c'est encore vrai aujourd'hui, le pire des crimes, c'est de voler ses mots à un homme. Parce que Gaston n'a pas pu parler tout au long du procès avec ses mots. Le président de la cour d'assises a remplacé le patois de Gaston par ses mots à lui. Et je vous assure qu'aujourd'hui encore, quand on voit dans une cour d'assises un homme qui n'a pas forcément la culture nécessaire, on lui vole ses mots pour parler. Justement, messieurs, je vous propose que l'on revoie des images du procès Dominici. Nous sommes en 1954, des archives que nous avons retrouvées grâce à notre collaboration avec l'INA. Regardez. Digne
vient de voir son activité décuplée par l'ouverture du procès Dominici. Gaston, le patriarche de la Grande-Terre, y répond du crime de l'URSS. Mais Gaston Dominici est-il coupable? Aux nombreuses questions que pose l'affaire, le juge d'instruction Périès, Maître Pollack, le défenseur de l'accusé, le commissaire Sebeil, permettront-ils de répondre? Parviendra-t-on à tirer de Clovis, l'un des fils, de nouvelles révélations? Roger Perrin sortira-t-il de ses contradictions? Gustave, Yvette, Marie Dominici, la sardine, finiront-ils de travestir la vérité? C'est au milieu de tous ces problèmes qu'a commencé le procès, suivi minute par une armée de journalistes. Autour de l'arme du crime se joue la tête d'un vieillard qui étonne par sa présence d'esprit, sa résistance et sa verdeur, mais qui n'en est peut-être pas moins un assassin. Après 2 années de silence, va-t-on enfin voir luire la vérité? Des images de 1954, des actualités extraordinaires, des actualités françaises. Alain, je voudrais juste savoir, vous n'avez jamais eu aucun doute? C'est trop facile de dire ça. Non, non, non. J'ai douté. Ouais. Ah oui. Dans une période où l'adolescence est finie et on prend conscience de certains faits à 16 ans, j'ai posé plein de questions. Et ma mère m'a dit, il n'y a pas aucun problème, tu vas aller chez l'avocat de la famille à l'époque, c'était Maître Beauté. Hein. Et donc, j'ai passé mes vacances de Pâques à lire des montagnes de comptes rendus procès-verbaux. Et il est vrai que je me suis rendu compte que mon grand-père et toute la famille Dominici, à aucun moment ne pouvaient être coupables, parce que les preuves qu'il y a à l'intérieur, comme je viens de vous le dire, ne fait aucun doute. Voilà. Alors on ne va pas rentrer dans les détails, parce qu'il y en a trop, mais c'est pas possible. Denis et Maître Collard, est-ce qu'on a tiré des enseignements de ce procès, de cette affaire? Est-ce qu'on a tiré des leçons de tout ça? Sur le plan journalistique, il va répondre. Ouais. Moi, sincèrement, j'ai pas donc j'étais pas journaliste à l'époque, mais je retrouve dans l'affaire Dominici des erreurs judiciaires, entre guillemets, ou des dysfonctionnements de la machine qu'on a retrouvés par la suite dans un certain nombre d'affaires, et qui vont de l'affaire Ranucci à l'affaire Haddad, l'affaire Omar Haddad. Donc, en dépit de toutes les demandes qui ont été déposées, il n'y a pas eu pour l'instant de nouveaux procès. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a l'affaire Doutreau, on a mis en accusation un juge d'instruction, de la même façon qu'on avait mis dans les années 80 en accusation le juge Lambert dans l'affaire Grégory. J'ai un peu l'impression que tous les 20 ans, on fait le procès d'un juge d'instruction en disant, on fait le constat que la machine judiciaire ne fonctionne pas, mais on ne tire pas les leçons. Il y a eu beaucoup de dérives dans cette affaire, mais je crois que malheureusement, il y en a dans beaucoup d'affaires. Il faut dire les choses simplement, en un mot, rien n'a changé. Oui. Rien n'a changé. Alors, ce qu'il y a de nouveau peut-être, c'est que grâce à l'affaire Doutreau, on a pu se rendre compte, par les témoignages qui ont été faits lors de la commission d'enquête, de la réalité de certains faits judiciaires. La garde à vue d'abord. Bon, tout le procès Dominici, il repose sur la garde à vue en grande partie. À l'époque, la garde à vue était d'une durée illimitée. Elle pouvait durer 15 jours, 3 semaines. En 1958, elle a été réglementée. Mais on sait maintenant par les témoignages recueillis dans l'affaire Doutreau que la garde à vue, c'est le moment où on extirpe les aveux, où on exerce la pression. Aujourd'hui, comme à l'époque de l'affaire Dominici, il n'y a pas de filmage de la garde à vue. On ne sait pas comment ça se passe. C'est un huis clos à l'intérieur duquel un citoyen est abandonné. Bon. De la même manière, en ce qui concerne cette incapacité à engager la responsabilité des juges, si Périès avait été responsable, si les magistrats de la chambre d'accusation à l'époque avaient été responsables, s'ils avaient eu le sentiment qu'ils auraient eu des comptes à rendre, comme c'est encore pas le cas aujourd'hui, peut-être qu'ils auraient traité l'affaire différemment. Je crois qu'il faut dire une fois pour toutes qu'on n'est pas sorti de l'affaire Dominici. Et c'est pour ça, Alain, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à faire réviser. Parce que si on réussissait à faire réviser l'affaire, on démontrerait que le cancer qui ronge la justice, il remonte pour le XXe siècle et le XXIe siècle judiciaire à cette affaire. Je vous propose, messieurs, que l'on écoute le témoignage du commissaire Sebeil, qui était chargé de l'enquête à l'époque. Vous allez voir que même 20 ans après les faits, le commissaire est convaincu, lui, de la culpabilité de Dominici. Des archives de l'émission Aujourd'hui Madame, nous sommes en mai 1972. Inutile de vous dire que pendant ces 15 mois d'enquête,
j'en ai entendu de vertes et de pas mûres du père Dominici. Il me narguait. Il me disait, celui qui a fait le coup est plus malin que toi. Toi, tu es trop jeune, tu n'es pas assez vicieux. C'est un homme que j'allais voir très souvent, j'allais le voir le soir, tard. Il fallait qu'il me... Je voulais l'obséder, je voulais que ma présence soit presque jour et nuit. J'aurais voulu être là, pour qu'il me voie, voilà, c'était là. En janvier, j'ai repris tous les procès-verbaux de la gendarmerie que je n'avais pas pu voir entre août et décembre 52. Et c'est au parquet que j'ai procédé à l'interrogatoire de Gustave. Alors, palier par palier, il a fallu quand même 1 jour et demi. Finalement, il s'est effondré. Sa tête sur mon épaule, il s'est mis à pleurer. Puis dans un souffle, il m'a dit, c'est mon père qui a fait le coup. Donc on a envoyé chercher Gaston Dominici. Finalement, je lui dis, maintenant il faut s'expliquer, père Dominici, c'est terminé. Gustave a pris ses responsabilités, Clovis a pris les siennes, à vous de prendre les vôtres. Oh les salauds, où ils sont, qui viennent ici, les monstres, comment ils m'accusent, etc., etc. Alors c'était donc le soir, j'ai fait mettre des gardiens dans le bureau où le père Dominici se trouvait, j'ai fait mettre un gardien, c'était peut-être 9h du soir. Ils se mettent à parler de chasse. Et c'est là, Brûle-Pourpoint lui dit, c'est un accident, ils m'ont pris pour un maraudeur, sans que le gardien lui pose quoi. Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire? C'est vous qui avez tué? Oui, c'est moi qui ai tué les Anglais. Le lendemain matin, je suis retourné au palais, et là, le père Dominici était effondré. Il a pleuré. Pour un homme là, ça m'a vraiment frappé, pour un homme dur comme lui, que sans cœur, violent. Et j'ai vu ses larmes là qui coulaient, la tête baissée. Il dit, c'est moi qui ai tué les Anglais, mais il laissait toujours un doute dans l'esprit, aussi bien des enquêteurs, des magistrats, éventuellement, plus tard, des gens, en laissant croire qu'il avait avoué, mais qu'en réalité, ce n'était pas lui qui était l'auteur de cette tragédie. Les jurés ne s'y sont pas laissés prendre et l'ont bel et bien condamné à la peine capitale. Retour sur le plateau des grands moments de la télé consacrés à l'affaire Dominici. Maître, vous avez énormément réagi pendant la diffusion de ce témoignage. C'est d'abord ce rire qui termine l'interview. Finalement, les jurés l'ont condamné à mort. Je veux dire qu'on puisse dire ça en ricanant, ça signe la personnalité du commissaire. Hein. Mais il fait l'aveu de la manière scandaleuse qui aujourd'hui serait condamnable, dont les aveux de Gustave ont été recueillis. Le harcèlement, la fatigue, l'effondrement du témoin, puisqu'il dit « il s'effondre ». Ce n'est pas un témoignage qui est recueilli dans des conditions de maîtrise du témoin. Non, il s'effondre. Et dans un souffle, il fait l'aveu. C'est au bout d'une journée et demie de garde à vue quand même. Bon, aujourd'hui, ce sont des aveux qui seraient annulés et qui, s'ils n'étaient pas annulés, seraient sanctionnés par la Cour européenne parce qu'on est véritablement dans le harcèlement, dans la contrainte. Lorsque Maître Polac, dans le prétoire, va l'interroger, il va lui dire « Mais si Dominici vous avait dit qu'il avait tué les Anglais à coups d'arbalète, vous l'auriez cru ?» Oui, puisque j'avais des aveux. Je souhaiterais maintenant que l'on écoute, pardon, maître de vous couper, le témoignage de Pierre Domenech, qui est journaliste, photographe de presse. Il assiste à l'époque, lui, aux reconstitutions. Son frère, Gabriel Domenech, journaliste au Méridional, qui sera d'ailleurs un des rédacteurs en chef de ce journal quelques années plus tard, a écrit un ouvrage sur l'affaire de Lurs, un livre aujourd'hui réédité en réaction, entre autres, au téléfilm qui avait été fait sur l'affaire Dominici avec Serrault qui incarnait le rôle de Gaston Dominici et des ouvrages que vous avez entre autres coécrits avec William Raymond. Je vous propose qu'on écoute le témoignage de Pierre Domenech et nous réagirons ensemble après. Au début de l'affaire, bon, c'est difficile d'ailleurs de trouver une culpabilité. Vous arrivez, on a tué à 100 mètres d'une ferme cette famille anglaise. Il est difficile de se faire une idée. Pour moi, mon sentiment, ça s'est confirmé par la suite, c'était que c'était un crime stupide.
D'ailleurs, ça n'avait pas plu à mon frère quand je lui avais dit le crime imbécile. Mais après, je sais qu'avant d'écrire le bouquin, il m'a dit, enfin, il me disait, Pirot, tu avais 1000 fois raison, mais qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je cherchais. C'était pas plus mal qu'on soit tous les deux sur des pistes différentes. Enfin, l'affaire étant celle-là, finalement, elle s'est jugée, il a été condamné à mort. Condamné à mort par un tribunal, bien sûr, et surtout par 8 jurés, tous paysans basalpins, qui l'ont condamné, qui ont la peine de mort. La presse, elle a divisé l'opinion. Hein. Elle est couchée, la presse. Et déjà, elle était couchée. Mais pour faire du sensationnel, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous dites que Gaston Dominici est coupable, pof, point final, vous n'avez plus rien. Vous dites que Gaston Dominici n'est pas coupable, et les gens se jettent dessus, vous alimentez, on vend, on fait du fric, et c'est tout. C'est l'histoire de la presse, c'est l'histoire de William Raymond lorsqu'il fait ce bouquin. C'est simplement gagner du fric en disant des mensonges. Pourquoi vous avez souhaité le rééditer, cet ouvrage? Vous l'avez réédité? Oui, ben, vous vous rendez compte, pour essayer de contrer aussi bien ce bouquin de William Raymond que cette médiatisation du mensonge. Je suis marqué parce que j'étais là ce jour-là et j'étais le seul à assister à cette reconstitution. Il n'y avait que moi qui assistais à cette scène, c'est-à-dire que Gaston en train de dire c'est la gorge, et ça je l'ai encore dans les tripes. C'est la scène de toute mon existence de journaliste qui me marque le plus. Je ne sais pas trop pourquoi, mais qui me marque le plus. Une gamine de 12 ans et cette ignoble, qui après dirait j'étais sous comme une brique, pas un mot de regret ni rien. Pas un mot de regret ni rien. Et vous voulez que je ne pense plus à ça? C'est pas possible. Ou alors moi je serais de la même espèce. Voilà, Pierre Domenech, journaliste, photographe de presse, qui lui est convaincu de la culpabilité de Dominici. Un ouvrage, donc, comme je vous le disais, qui a été réédité, Dominici. Et si c'était bien lui? En tout cas, c'est la question qu'il se pose. Non, oui, il en est certain. Oui, lui, il en est certain, mais c'est la question qu'il pose sur son livre. Mais bon, c'est des hommes qui ont vécu en direct ce procès, hein, ou cette enquête, mais il n'était pas le seul. Hein, et il manque un petit peu d'objectivité parce qu'il y avait des gens qui ont vécu la même chose et qui ne disent pas la même chose que lui. Donc, je crois vraiment sur le fond que l'époque a changé. Aujourd'hui, je pense que les journalistes sont plus prudents, sont plus empreints de doute et surtout d'humilité. Je veux dire, moi j'ai fait des dizaines de procès ici à Marseille et un peu partout en France, de l'affaire Haddad à l'affaire Grégory. J'ai peut-être, si on me le demande, quelques intimes convictions, mais maigrichonnes sur le pourquoi du comment. Et chacun sait, Gilbert Collard le premier ici, et les magistrats sont les premiers à le dire, que la vérité judiciaire est souvent déjà très différente de la vérité, parce qu'il y a des choses qui ne se disent pas, des choses qu'une cour d'assises n'arrive pas à entrevoir. Alors certes, les jurés l'ont condamné, ça a valeur, ça a autorité de la chose jugée, mais je pense que le devoir du journaliste, de même que le devoir du magistrat qu'on évoquait tout à l'heure, ça devrait être un peu plus souvent un devoir de doute et non pas de certitude. Je vous propose maintenant que l'on voit des images assez rares, des images exceptionnelles de l'émission 5 colonnes à la une, qui ont, chose exceptionnelle pour l'époque, pu pénétrer dans l'enceinte de la prison des Baumettes à Marseille, à la rencontre du détenu Dominici. Nous sommes en 1960. La semaine dernière, les caméras de 5 colonnes à la une ont franchi cette porte pour lui rendre visite dans sa cellule. Regardez, vous n'allez pas le reconnaître. Par la fenêtre entr'ouverte de la cellule que masquait parfois un barreau, le vieil homme savait qu'on le filmait, mais il ne nous voyait pas. Il y a un an, en se levant le matin pour prendre un journal qu'on venait de lui apporter, il a réalisé tout à coup qu'il n'avait plus devant lui qu'une immense tache blanche où dansaient vaguement quelques signes. Ce matin-là, il a senti que quelque chose encore venait de se séparer de lui, le dernier lien qui le rattachait au monde en dehors de ses souvenirs. Du haut du chemin de ronde en ciment où l'on surveille sa promenade, j'ai vu Gaston Dominici avant de lui parler.
Depuis 6 ans, il porte, m'a-t-on dit, le même pantalon de velours côtelé qu'il avait le jour de sa condamnation à mort. Sa canne, c'est celle qu'il avait dans les sentiers de Lurs, quand au lever du soleil, il conduisait son troupeau de chèvres dans les collines. Et sans doute s'appuyait-il aussi sur elle, le matin ou peut-être sans les voir, mais peut-être en sachant qu'ils étaient là, il est passé près du corps des Drummond. J'ai parlé à Gaston Dominici avec Jacques Chaput. Je n'avais pas de micro pour enregistrer ses paroles, pas de crayon ni de papier pour noter ses phrases, et pourtant, j'entends encore sa voix cassée et tenace. Il nous répétait sans cesse « Pourquoi suis-je là ? Pourquoi suis-je là ?» Et il a même ajouté, sans se rendre compte de l'énormité du mensonge qu'il proférait, « Moi qui n'ai jamais donné une gifle à mes enfants. » De Clovis qu'il a dénoncé et qui est mort, il m'a dit « C'est le remords qui l'a tué. » De Gustave qui va quitter la Grande-Terre, il m'a dit « Je lui en veux. Qui va s'occuper de la terre maintenant ?» Il m'a dit encore, moi qui étais pendant 21 ans conseiller municipal. Je lui ai demandé « Que faites-vous toute la journée ?» Il m'a regardé et il m'a dit « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» Je lui ai dit qu'à l'occasion du 14 juillet, ses avocats allaient demander sa grâce. Ce sont des histoires que vous me racontez. Vous vous amusez de moi, vous faites des photos, des films, c'est comme ça que vous gagnez votre vie. J'avais vu qu'il était bien traité, alors en partant, pour l'encourager, je lui ai dit « Vous êtes bien ici ?» Il m'a dit « Oui, je suis bien, mais je ne suis pas dehors. » Voilà, des images de 5 colonnes à la une de 1960. Quelque temps après ces images, Dominici va être libre. Comment s'est passé le retour à la maison ? On l'a appris rapidement, c'est-à-dire, enfin rapidement, quelques jours avant le 14 juillet, on savait qu'il allait être libéré. Et le documentaire avait été tourné donc, au mois de décembre 59. Et l'interrogation, c'est dans le reportage, on sait déjà que le 14 juillet il va être libéré. Et c'est là l'interrogation, parce qu'il a toujours été dit que le général de Gaulle avait pris sa décision de le libérer en voyant cette émission. Alain, avant qu'on termine cette émission, j'aimerais savoir comment vous avez pu faire votre vie, si j'ose dire, à côté de cette affaire. Je ne suis pas à côté. Et oui, c'est ça qui est difficile. Comment on se construit quand on s'appelle Dominici ? Le plus simplement du monde, comme tout le monde. C'est-à-dire que ma culture de l'affaire Dominici, c'est aussi mon histoire. Et avec ça, on fait. Ça va, ça s'est pas trop mal passé aujourd'hui. Ça s'est très bien passé. Merci à tous, c'était les grands moments de la télé. Je vous dis à bientôt sur France 3 Méditerranée. Je tenais à remercier les équipes techniques et les équipes de production de m'avoir aidé à préparer et à réaliser cette émission. Très bonne fin d'après-midi sur France 3 Méditerranée. À bientôt.